Alors, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui mérite, à mon sens, qu'on en cause un petit peu. La plus haute juridiction qui réaffirme qu'il est possible d'être condamné 2 fois, à la fois fiscalement et à la fois pénalement, pour la même fraude fiscale. Explication avec Maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au cabinet Franklin. Être condamné, moi ce que on m'a toujours appris, c'est qu'on ne peut pas être condamné 2 fois pour les mêmes faits. Je crois même que c'est interdit par la Convention européenne des droits de l'homme. Exactement, c'est ce qu'on appelle la règle ne bis in idem, pas 2 fois pour les mêmes faits. Mais quand la France a adhéré à la conclusion, à la Convention sur les droits de l'homme en matière pénale, elle a émis une réserve. Elle a mis une réserve qui comporte 3 points. Alors, vous avez évoqué un arrêt, en fait c'est même pas un arrêt, c'est 5 arrêts rendus simultanément le 11 septembre. Donc le 11 septembre, c'est malheureusement une date facile à retenir. Ouais. Et 5 arrêts, ça veut dire que la chambre criminelle a été solide sur ses aplombs. Donc cette réserve, en fait, elle se compose, elle limite en 3 points. Le premier point, c'est que, tout d'abord, si l'on obtient une décharge de l'impôt qui a été réclamée, parce qu'en réalité, comment les choses se passent? Vous avez une procédure fiscale, l'administration n'est pas contente, elle passe par la commission des infractions fiscales, sauf nouvelle règle qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, où des dossiers peuvent être transmis automatiquement au parquet. Mais dans cette procédure-là, vous avez en général une procédure fiscale et une procédure pénale. Qui dit que procédure fiscale dit éventuellement condamnation fiscale et donc condamnation financière. Des sanctions financières, c'est-à-dire des pénalités. Voilà, du pognon. Pénalités qui sont soit de 40%, c'est la pénalité dite de mauvaise foi, de mauvais cow-boy, ou si vous avez été encore plus violent, vous avez des pénalités de 80%, dans le cas où vous avez commis un abus de droit qui n'est pas apprécié évidemment par... Voilà. On distingue ça de la condamnation pénale qui pour le coup est une peine d'emprisonnement. Pardon pour le... D'emprisonnement, mais également une peine pécuniaire. Et on va voir après l'articulation entre les deux. Mais dans un premier temps, on en avait parlé pendant la question de l'affaire Wildenstein. Si j'ai une décision qui est au fond et qui me décharge de l'impôt qui est réclamé, le juge pénal ne devrait pas statuer. Sauf que, comme les deux procédures se chevauchent, le juge pénal, lui, continue sa vie, continue sa procédure. Or, décharger de l'impôt, ça veut dire quoi, pardon, que je comprends? Bien, décharger de l'impôt, c'est-à-dire que l'administration m'a demandé un impôt supplémentaire, au fond, pour des questions de fait, pour des questions de droit. J'ai combattu l'argumentaire de l'administration et au bout du compte, soit par le juge, soit parce que l'administration l'admettait, mais plutôt par le juge dit mais non, vous n'avez rien à payer et vous êtes déchargé de vos droits. Et donc ça, c'est une procédure qui doit être au fond. Donc il n'y a pas de condamnation financière. Et là, il n'y a pas de condamnation sur le plan. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, là, c'est d'avoir en parallèle. Parce que c'est un des 3 éléments qui fait que dans ce cas-là, le juge pénal ne peut pas réclamer de peine, puisque au fond, on a démontré que vous étiez un bon cow-boy. Ça, c'est très bien. Sauf que d'abord, c'est une question de fond. Si jamais l'administration fiscale a oublié une virgule, enfin une signature et a manqué une règle de forme, le juge pénal n'en tient pas compte, première chose. Deuxième chose, c'est que, je vous l'ai dit, les deux procédures se chevauchent dans la pratique. Et donc le juge pénal, il continue sa vie. Et lui, il a des éléments, et à partir des éléments, il se dit, je continue ma procédure. Si la procédure fiscale n'est pas terminée, le juge pénal a la possibilité de statuer, de sursoir à statuer s'il le veut. Et il peut restatuer avant même que l'affaire fiscale soit terminée. Qui pourrait très bien blanchir pour le coup le... Exactement. Et donc on peut quand même vous demander on peut quand même vous condamner pénalement, alors qu'on n'a pas été qu'au fond, condamné peut-être ultérieurement, vous ne serez pas payé. Donc, dans l'affaire Wildenstein, on en a parlé. Et le sursis à statuer, d'abord le juge, c'est là où c'est un tout petit peu plus compliqué, justement dans cette réserve de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, le magistrat doit justifier pourquoi il statue. Et donc le surseoir à statuer est soumis à 2 limites. Premièrement, il faut qu'il y ait un risque sérieux de contrariété des décisions. Vous ne le savez pas toujours en cours de procédure. Et deuxièmement, le sursis à statuer doit être considéré comme une mesure exceptionnelle. Ça veut dire que concrètement, si vous avez 2 procédures qui chevauchent, peut-être que vous gagnerez au fond, mais il se peut que le juge pénal statue avant. Et là, c'est problématique. Mais encore une fois, la Cour de cassation, si j'ai bien compris, elle estimait encore une fois que le cumul entre sanctions pénales et fiscales était possible parce que les peines n'étaient pas de même nature. Oui, mais là, vous voyez déjà en cours de procédure que ce n'est pas le cas. Sur un sujet, là, vous pouvez quand même être condamné. Alors vous pourrez peut-être gagner ultérieurement dans la procédure, mais supposons que la procédure pénale soit finie, close, terminée, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous payez. Le deuxième sujet, c'est la loi pénale, elle est en principe réservée aux cas les plus graves. Et le juge pénal doit alors vérifier lui-même que les faits qui ont été retenus présentent un degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Donc le juge doit également motiver sa décision, ce qui veut dire que
pour apprécier la gravité des faits, c'est-à-dire qu'en fait on demande au juge un effort supplémentaire, une analyse supplémentaire, il doit vérifier si oui ou non il y a gravité des faits. Et on lui permet d'appliquer le droit pénal s'il vérifie un certain nombre de choses. Donc pour qu'il y ait double condamnation, pardon, je pose des questions un peu simples. Pas du tout, le sujet est compliqué. C'est vrai, hein. Pour qu'il y ait double condamnation, il faut que la fraude fiscale soit considérée comme étant sévère, c'est ça? Il faut que les faits soient graves. Donc ça veut dire qu'il il n'y a pas des montants en jeu. Alors, si on a qu'est-ce que c'est que la gravité? 50 000 euros, 100 000 euros On ne sait pas forcément très bien ce que c'était que la gravité. La gravité, c'est des circonstances de fait. Vous avez caché, vous avez organisé, vous avez utilisé, on va voir quelques éléments, mais on pourrait se dire la gravité, dès lors que le ministère public est saisi par l'administration fiscale, le ministère public, si elle me saisit, l'administration, c'est que c'est grave. Alors, le Conseil constitutionnel a fixé quelques règles là-dessus. D'abord, c'est la question du montant des droits fraudés. Si vous avez des montants importants, ça, vous rentrez dans quelque chose qui est grave. La nature des circonstances... Ça, c'est au point de vue fiscal. C'est au point de vue fiscal. Pénal. On rajoute, c'est-à-dire que l'on vous dit, sur le plan pénal, vous pouvez, en plus de la condamnation, c'est-à-dire du réassessement, on vous demande un impôt supplémentaire et on vous sanctionne, les 40% que j'évoquais tout à l'heure. Fiscalement. Fiscalement. Le Conseil constitutionnel nous dit, si les éléments sont graves, le juge pénal peut en rajouter une couche. Puisque justement, ce qu'on avait dit, c'est qu'on ne devait pas avoir, pour des mêmes faits, 2 condamnations, 2 sanctions. Et dans les sanctions, alors pourquoi la Cour de cassation dit que finalement ce ne sont pas des peines de même nature? Eh bien parce qu'en fait... Parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois l'aspect sanction financière au fiscal, emprisonnement potentiel au pénal, plus sanction financière au pénal. Donc on voit bien qu'il y a une partie qui est commune. Ça, vous rentrez déjà dans le 3e point, David, qui est justement la question de la proportionnalité du cumul des sanctions. C'est qu'on considère que la sanction fiscale et la sanction pénale ont une nature proche. C'est une sanction. Mais pour que la sanction soit réputée dissuasive, il ne suffit pas qu'il y ait la sanction pénale, la sanction fiscale, il faut qu'il y ait en plus une sanction pénale. C'est-à-dire que on rentre dans une ère de pénalisation des dossiers fiscaux, de plus en plus, et ça a commencé dès 2008 et un peu après, dès 2011-2012, dans le cadre des régularisations d'actifs à l'étranger, puisque c'est là... C'est pas si mal, on dit au final, si vous ne voulez pas aller au pénal, vous régularisez, vous payez les amendes et vous n'irez pas au pénal. Vous pouvez quand même aller au pénal, parce que dans le pénal, on va rechercher votre intention. Est-ce que vous avez voulu frauder ou pas ? Sur quels critères on peut se retrouver, encore une fois, au pénal quand on a été condamné fiscalement avec... Parce que vous avez une intention de fraude. Ce qui caractérise le caractère pénal des sujets, c'est l'intention de fraude. Oui, c'est l'intention manifeste de fraude. C'est pas délimité avec précision. Non. Montant des droits fraudés, nature des agissements et des circonstances, et la qualité du fraudeur. Dans les cas qui ont été évoqués dans les 5 cas, qu'a dit la Cour, on avait un défaut de déclaration de revenus avec réitération, c'est-à-dire plusieurs fois on a défité. La qualité d'élu de la République, ça ne marche pas bien, vous l'avez vu, on l'a tous vu il n'y a pas très longtemps. La dissimulation, Monsieur Balkany, par exemple, dissimulation de sommes qui sont normalement éligibles à l'impôt sur le revenu et à l'ISF, un recours à des intermédiaires qui sont établis à l'étranger, autrement dit, vous avez des fonds, puis vous demandez à un intermédiaire de les placer, de les cacher, de les organiser. On voit bien que ça ne concerne pas tout le monde non plus. Non, mais c'est bien pour ça que c'est exceptionnel, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Celui qui va concerner tout le monde, c'est autre chose. Ah, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est que dans l'hypothèse où vous avez 2 fois 40% pour deux sujets qui vous concernent vous, ou 2 fois l'administration vous redresse avec une pénalité de 40%, et dans l'hypothèse où le redressement total est de 100 000 euros, et si vous faites ça, les sanctions sont constatées à l'intérieur d'un délai de 6 ans, c'est automatiquement transmis au parquet. Ça ne veut pas dire que vous allez être automatiquement condamné, mais vous rentrez immédiatement dans la procédure pénale. Et là, ça concerne quand même plus de monde. Et là, ça concerne plus de monde. Et là encore, on a des ajustements à faire. Parce que là, tout à fait particulièrement, et ça c'est peut-être même que l'administration n'est pas forcément très à l'aise avec ça, c'est que vous pouvez avoir des pénalités qui vous sont demandées, et puis elles vous sont remises. L'administration les a inscrites. Mais le fait qu'elle les ait inscrites et qu'elle vous les ait demandées au fiscal, peu importe, le fait qu'elles vous aient été demandées, même si elles vous sont remises ultérieurement, le dossier sera transmis. Ça arrive souvent, théoriquement. C'est tout nouveau. Ça arrive souvent, oui. Ça arrive si vous vous montrez un bon cow-boy, si l'administration considère qu'effectivement, ça n'était peut-être pas aussi net. Et si vous sollicitez ce qu'on appelle une transaction, la transaction, ça veut dire que vous considérez que le redressement est acquis, vous dites, bon, je n'irai pas contester le redressement, et je vous demande une remise partielle des pénalités. Donc si jamais il y a double redressement dans 2 dossiers différents et qu'on a plus de 100 000 euros d'arriérés, enfin de pénalités, d'impôts, automatiquement, pardon, je résume pour être sûr qu'on comprenne tous, notamment moi d'ailleurs, le premier, le dossier transmis au pénal. Et donc ça veut dire que derrière, potentiellement, vous avez toute la mécanique pénale. Non, mais potentiellement, on peut aboutir à des sanctions financières
quelque part illimité ou Alors, est-ce que pas je vois illimité, c'est justement la proportionnalité, c'est le troisième point, proportionnalité des sanctions. C'est que lorsque le prévenu justifie d'une sanction fiscale définitive, donc il faut que on soit dans un cas où c'est définitivement arrêté, on ne peut plus vous redresser plus, si je puis dire. C'est fini, la procédure est arrêtée. Le juge pénal va veiller justement à cette exigence de proportionnalité. Et là encore, sur Sans mon vouloir. Non, le Conseil constitutionnel quand même fixe des règles. Et il nous explique que le montant global des sanctions, éventuellement prononcées, ne peut pas être supérieur au montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. C'est-à-dire que si les 40% qui vous ont exigé, c'est 100, et que l'administration pénale, vous pouvez vous demander 200, il ne pourra vous demander que 100. Mais ça veut dire 100 que plus 100. 100 plus 100. Ça veut dire que vous allez au bout de la sanction pénale. Ouais. Vous pouvez aller au Le maximum montant de de la la sanction pénale. financière au pénal ne peut pas excéder celle. Les deux cumulés ne peuvent pas être supérieurs à la plus élevée des deux. Et généralement, c'est le pénal qui est le plus élevé. Qu'est-ce qu'on retient? Pardon, on a dit beaucoup de choses. On retient que qui potentiellement est concerné et qu'est-ce qu'on retient? Tous les fraudeurs sont être concernés, c'est-à-dire tous ceux qui réalisent des opérations, qui les cachent, qui les répètent, et qui continuent et qui persévèrent dans l'assimilation de ces c'est pour eux, on avait de dire non. Je n'ai pas dit le contraire. D'accord. Et donc durcissement. Au final, c'est un durcissement sévère. Le pénal donne une autre couleur au sujet. Quand vous discutez avec votre inspecteur des impôts, la relation est face à face et elle est facile. Elle se poursuit dans une procédure qui est connue, débattue. Enfin, je ne veux pas dire que c'est simple, mais la procédure pénale, vous ne savez pas. Et votre interlocuteur pénal n'est pas forcément un spécialiste de la fiscalité non plus. Je ne jette pas, je ne remets pas du tout en cause ses compétences. Mais vous allez avoir beaucoup plus d'efforts à faire pour démontrer que ce que vous avez fait, vous l'avez fait sans intention. Et là, ça ce va qui être fait beaucoup plus plus compliqué. flipper, c'est le côté pénal avec possibilité de sanctions d'emprisonnement. Ou c'est le fait d'avoir encore une fois une amende qui est alourdie? Là, notre Ou les deux, en général. procédure, les deux, mais notre procédure, elle concerne que la question des sanctions pour la proportionnalité. On peut quand même vous mettre en prison par ailleurs. Bon, voilà. Donc durcissement, c'est ce qu'on retient de ce quintuple arrêt de la Cour de cassation. Durcissement et organisation. Maintenant, on a quand même nos trois éléments que je viens de citer vont prendre une couleur différente. 5 affaires rendues le même jour, c'est une forme de démonstration active et forte que maintenant la position est connue et qu'on est capable de gérer dans le respect de la loi et dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme en tenant compte de la réserve qui a Et été donc c'est une émise. bonne chose quelque part. Sur le plan de la fiscalité morale, sûrement. Sur le plan de la fiscalité morale, sûrement. Voilà, merci en tout cas, merci pour les explications. C'était pas simple, j'espère que peut-être le replay, il faudra le revoir plusieurs fois. Je veux bien revenir en deuxième semaine. Voilà, et on continue maintenant. Maître Jérôme Barré, donc avocat associé au cabinet Franklin. Merci Jérôme.